dans les allées ombragées de Rueil-Malmaison, où les ombres des chênes centenaires s'allongent comme des souvenirs étirés, Lynn Renaud, née Jacqueline Hante il y a près d'un siècle, a élu domicile pour ses derniers jours. À 97 ans, l'icône du music-hall français, celle qui a illuminé les scènes du Moulin Rouge et conquis Las Vegas, a franchi le seuil d'une maison de retraite. Ce choix, murmuré dans les confidences récentes, à 50 INSEAD en août 2025, marque la fin d'une odyssée qui a traversé 8 décennies de paillettes et de combats. Devenue une ombre discrète, au milieu d'autres silhouettes usées par le temps, Lynn Renaud incarne le paradoxe d'une vie flamboyante close dans l'intimité d'un déclin inéluctable. Son parcours, jalonné de triomphes artistiques et d'engagements humanitaires, contraste avec cette quiétude forcée, où les échos de ses chansons s'estompent au profit du tic-tac des horloges médicales. Ce reportage explore les strates d'une existence extraordinaire pour mieux saisir pourquoi cette fin, si paisible en surface, éveille une tristesse profonde chez ceux qui l'ont admirée. De l'enfance nordiste aux lumières hollywoodiennes, en passant par les abysses du deuil et les sommets de la philanthropie, nous retraçons le fil d'une vie qui, aujourd'hui, semble suspendue à un fil fragile. Pont de Nieppe, ce petit village du nord de la France, niché près d'Armentières, n'était guère un terreau pour les rêves d'étoiles. Le 2 juillet 1928, Jacqueline Hante voit le jour dans une famille modeste, où les jours s'écoulent au rythme des corons et des usines textiles. Son père, Edmond, routier de jour et trompettiste amateur les week-ends dans une fanfare locale, lui transmet les premiers frissons de la musique. Sa mère, Simone, sténodactylo rigoureuse, élève seule sa fille unique après les absences paternelles, instillant une discipline qui forgera la future artiste. J'ai grandi entouré de femmes fortes, qui m'ont appris à ne compter que sur moi, confie Lynn Renaud dans ses mémoires. Et mes secrets aussi, 2013, évoquant une enfance marquée par la Seconde Guerre mondiale. À 14 ans, elle rate son certificat d'études primaires, mais sa voix cristalline, découverte lors d'un concours local à Radio Lille, l'ouvre aux ondes. Sous le pseudonyme Jacqueline Ray, elle intègre l'orchestre de la station, chantant des airs populaires qui la font vibrer au-delà des murs familiaux. Cette période formative, analysée par les biographes comme un pivot essentiel, révèle déjà la résilience de Lynn. Contrairement aux trajectoires classiques des vedettes d'après-guerre, son ascension n'est pas un coup de baguette magique, mais une ascension patiente, nourrie de refus et de petites victoires. À 17 ans, elle quitte le Nord pour Paris, avec pour tout bagage ses économies et l'autorisation maternelle. C'était un saut dans l'inconnu, mais la musique était mon oxygène, raconte-t-elle dans une interview aux Parisiens en 2024. Ce départ marque la fin de l'enfance et l'entrée dans un monde impitoyable, où les cabarets parisiens deviennent son premier ring. Les descriptions de ces années, tirées de ses archives récemment données à l'État en mai 2025, dépeignent une jeune fille aux yeux bleus, déterminée à transformer la grisaille industrielle en éclat de scène. Ainsi s'esquisse la vocation, non pas un don inné, mais une forge patiemment aiguisée dans l'adversité nordiste. C'est au printemps 1946, dans les fumées des Folies Belleville, que Jacqueline croise Loulou Gasté, compositeur de 47 ans déjà auréolé de succès, avec des airs pour Lucienne Boyer. Âgé de 20 ans de plus, ce géant barbu, divorcé
et marqué par un premier mariage tumultueux, repère en elle une étincelle brute. Il m'a regardé comme si j'étais une partition vierge, se remémore-t-elle dans « Merci la vie, 2024 ». Gasté, qui lui impose le nom de scène Lynn Renault, un clin d'œil à une actrice irlandaise et à son propre prénom, devient son Pygmalion. Il signe avec elle un contrat chez Pathé Marconi et compose Maccaban au Canada, qui remporte le Grand Prix du disque en 1949. Leur union, scellée civilement le 24 décembre 1950, transcende les âges. Elle, l'ingénue nordiste, lui, le maestro parisien. Pourtant, cette relation, analysée par les historiens du music-hall comme un archétype de mentorat amoureuse, cache des ombres. Lynn avoue dans 50 minutes et Inside, août 2025. C'était une admiration viscérale, mais pas une passion charnelle au quotidien. Leur complicité artistique, plus de 300 chansons coécrites, masque une intimité platonique, où Loulou joue le rôle de protecteur, plutôt que d'amant fougueux. Des truchements, comme une aventure de 18 ans avec Nate Jacobson, directeur du Caesars Palace à Las Vegas, émergent dans ses confessions de 2024. Avec Nat, j'ai découvert l'amour physique. Loulou le savait, mais il m'offrait un équilibre. Ce duo improbable, qui propulse Lynn sur les scènes internationales, forge une carrière fulgurante tout en semant les graines d'un deuil inévitable. Le rachat en 1948 d'un terrain isolé à Rueil-Malmaison, baptisé La Jonchère, symbolise cette fusion, une maison bâtie pierre par pierre, sans eau ni électricité initialement, reflet de leur amour laborieux et tenace. Les années 1950 propulsent Lynn Renault au firmament. Au Moulin Rouge en 1954, elle triomphe en meneuse de revue, malgré les réticences de Loulou qui craignait pour sa réputation. Il me disait « Ça te déshonorera », mais j'ai répondu « C'est mon corps, ma liberté », relate-t-elle dans une archive audio de 1960. Son succès attire les jalouses, comme Édith Piaf, qui tente en vain de la saboter. Puis vient l'exil américain. Invitée par Bob Hope, Lynn conquiert Las Vegas, au Dunes Hotel, de 1963 à 1965, côtoyant Frank Sinatra, Dean Martin et Elizabeth Taylor. Las Vegas était un mirage électrique où je dansais jusqu'à l'aube, décrit-elle dans « Une vie de petite folie » 2024. Ses 114 singles et 25 albums, dont « C'est bien moi » 1955, vendent des millions, tandis que ses apparitions au Théâtre de l'Étoile avec Yves Montand consolident son statut de diva transatlantique. Cette gloire, analysée comme un pont entre le music-hall français et le show-business américain, n'est pas exempte de tensions. Les voyages incessants usquent le couple. Loulou reste à Paris, composant à distance, tandis que Lynn affronte l'exil culturel. J'étais une Française dans un océan d'Américains, mais ça m'a endurci, confie-t-elle aux Parisiens en 2025. De retour en France, fin des années 1970, elle pivote vers le théâtre avec Folle Amanda, 1981, prouvant sa versatilité. Ces années d'apogée, richement documentées par ses 20 livres coécrits, dépeignent une femme en conquête, dont les plumes et les spotlights masquent une quête d'ancrage familial avortée. À l'aube des années 1980, alors que le music-hall s'essouffle face à l'émergence de nouvelles formes de divertissement, Lynn Renault opère une mue artistique audacieuse. À 52 ans,
elle délaisse partiellement les strass des revues pour les planches du théâtre et les plateaux de cinéma. Cette transition, souvent qualifiée de « seconde carrière » par les critiques, révèle une artiste polyvalente, capable de naviguer entre légèreté et gravité. Sur ce scène, elle enchaîne 12 pièces majeures, de Folle Amanda, 1981, à Harold et Maude, 2012, où elle incarne une Maude excentrique aux côtés du jeune Thomas Oliveray. Le théâtre est un miroir où je peux tout explorer. L'amour, la mort, l'absurde, confie-t-elle dans Théâtre Magazine, 2012. Sa performance dans La visite de la vieille dame, 1995, impressionne par sa capacité à mêler cynisme et humanité, tandis que Plein feu, 1991, lui vaut des éloges pour son intensité dramatique. Au cinéma, Lynn Renaud apparaît dans 86 films et téléfilms, un répertoire éclectique qui témoigne de sa longévité. Dès Paris chante toujours, 1952, où elle croise Édith Piaf. Elle impose une présence magnétique. Plus tard, Belle Maman, 1999, avec Catherine Deneuve, explore une rivalité sororale avec finesse, tandis que Bienvenue chez les Ch'tis, 2008, de Danny Boone, la consacre dans un rôle de mère bourrue, touchante et drôle. À 94 ans, son interprétation dans Driving Madeleine, 2022, où elle incarne une femme âgée revisitant sa vie lors d'un trajet en taxi, est saluée comme un adieu vibrant par Télérama 2022. Ce rôle était une synthèse de tout ce que j'ai vécu, explique-t-elle lors de la promotion du film. À la télévision, des séries comme Les Rois maudits, 2005, ou 10%, 2017, où elle joue son propre rôle avec une autodérision savoureuse, renforce son image d'icône accessible. Cette diversification, analysée par les historiens du cinéma comme une réinvention réussie, repose sur un équilibre entre glamour et authenticité. Contrairement à certaines vedettes cantonnées à un registre, Lynn excelle dans des rôles qui reflètent sa dualité. Une femme forte, mais traversée de fêlures. Ses nominations au César pour des seconds rôles et les hommages de ses pairs, comme Danny Boone, qui la qualifie de mère spirituelle en 2024, soulignent cette réussite. Pourtant, derrière ces triomphes, les ombres de sa vie privée commencent à peser, annonçant les combats plus intimes des décennies suivantes. En 1985, la mort de son amie proche Camille, victime du sida, suivie du décès de Rock Hudson la même année, marque un tournant dans la vie de Lynn Renaud. Ce choc personnel la pousse à s'engager dans une cause alors taboue. J'ai vu des êtres chers disparaître dans l'indifférence et j'ai refusé de rester silencieuse, déclare-t-elle dans une interview à Télérama, 2021. En 1994, elle cofonde Ensemble contre le sida, devenu SIDAction, avec Pierre Berger, devenant vice-présidente de l'association. Mobilisant des figures comme Pierre Cardin, Elizabeth Taylor ou Madonna, elle transforme sa notoriété en levier pour la recherche et la sensibilisation. La lutte contre le sida n'est pas qu'une question médicale, c'est une question d'humanité, insiste-t-elle lors des 30 ans du SIDAction sur Europe 1, 2024. Cet engagement, loin des paillettes, redéfinit son image publique. Lynn brave les critiques acerbes et les insultes homophobes. Qu'ils meurent, c'est leur faute, lit-elle dans des courriers anonymes des années 1990, pour défendre les malades. En 2018,
Elle crée le fonds de dotation Line Renault Loulou Gasté, dédiant sa fortune à la recherche médicale. Mon héritage, ce sera la science, pas les chansons, affirme-t-elle aux Parisiens en novembre 2024, lors de la remise du prix Caroline Robert pour la recherche contre le mélanome. En 2025, affaiblie par une grippe, elle est absente du gala SIDAction, mais enregistre un message poignant « Je passe le relais, mais la jeunesse doit rester vigilante ». Cette absence, notée par les médias comme un signe de son déclin physique, n'entame pas son aura. Honorée de la Grand Croix de la Légion d'honneur en 2022 par Emmanuel Macron, Line Renaud devient une figure humanitaire dont l'impact dépasse les frontières du spectacle. Son combat, analysé comme une quête de rédemption face aux pertes personnelles, fait d'elle une héroïne contemporaine, loin des stéréotypes de la diva. La vie privée de Line Renaud, soigneusement protégée des regards indiscrets, révèle une femme aux prises avec des joies discrètes et des regrets profonds. Mariée à Loulou Gasté de 1950 jusqu'à sa mort, en 1995. Elle traverse 45 ans d'une union atypique, marquée par une complicité artistique plus que par une passion amoureuse. Loulou était mon rock, pas mon amant au sens classique, confie-t-elle dans 50 minutes Inside, août 2025. Une liaison de 18 ans avec Nate Jacobson, directeur du Caesars Palace à Las Vegas, apporte une dimension charnelle à sa vie, tolérée par Gasté. Il m'a laissé aimer à sa manière, révèle-t-elle dans Merci la vie, 2024. Mais le regret le plus poignant de Line reste l'absence d'enfant. Les contrats, la carrière, tout m'a éloigné de la maternité, avoue-t-elle, la voix brisée, dans 7 à 8 2024. Un avortement à 18 ans, imposé par sa famille, hante encore ses nuits. Sans descendance biologique, Line construit une famille choisie. Claude Chirac, Muriel Robin, Danny Boone deviennent ses enfants de cœur. Ils sont ma lumière dans la solitude, dit-elle avec tendresse. Son militantisme pour l'euthanasie, inspiré par la mort douloureuse de sa mère en 2005, reflète une quête de dignité face à la finitude. En 2021, devant l'Assemblée nationale, elle plaide « On devrait choisir sa mort comme on choisit sa vie ». Cette intimité, analysée comme un contrepoids à sa gloire publique, révèle une femme qui a canalisé ses manques dans des combats universels. La perte de Loulou, emportée par un cancer, et l'absence de descendance laissent une béance que ni les applaudissements ni les médailles ne comblent. À 97 ans, Line Renaud a quitté sa chère maison de la Jonchère à Rueil-Malmaison, où elle vivait depuis 1948 avec Loulou Gasté, pour une maison de retraite dans la même ville. Ce lieu, décrit dans ses mémoires comme un refuge boisé, avec son cèdre offert par Michel Audiard et son séquoia de Yellowstone, incarnait son ancrage. « Je pensais y rendre mon dernier souffle », confiait-elle en 2024. Aujourd'hui entourée d'infirmiers plutôt que d'amis, elle vit dans un cadre médicalisé, loin des feux de la rampe. Malgré une grippe en début d'année 2025, elle tourne encore. Résistante, mai 2025, et une belle course, août 2025, témoigne de sa ténacité. Mais son absence au SIDAction 2025, une première en 3 décennies, trahit une fragilité croissante. À mon âge, aller mieux serait indécent. Je me prépare à mes 100 ans avec sérénité, déclare-t-elle aux Parisiens
août 2025. Sans héritier direct, elle lègue sa fortune au fonds de dotation Lynn Renault Loulou Gasté, un geste final de générosité. Pourtant, ce retrait forcé dans une maison de retraite, où les visites de Muriel Robin ou Claude Chirac se raréfinent, évoque une solitude poignante. La vie est plus précieuse quand on sait qu'elle s'efface, philosophe-t-elle dans « Merci la vie ». Ce crépuscule, analysé comme un contraste brutal avec sa vitalité passée, suscite une mélancolie chez ceux qui l'ont vu briller. Lynn Renault, jadis étoile des scènes internationales, semble aujourd'hui une silhouette discrète, contemplant le temps depuis une fenêtre close, une fenêtre close, une fenêtre close.